Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci infiniment de nous rejoindre dans cet atelier consacré à la promotion des droits et à l'engagement contre toute forme de discrimination. C'est très important pour nous quatre aujourd'hui présents à cette estrade, même si l'atelier est composé en réalité de 5 personnes, je vous expliquerai, de pouvoir vous présenter les actions qui sont faites en matière justement de promotion des droits et de lutte contre la discrimination. C'est important, d'autant que lorsque les universités d'été ont été lancées il y a maintenant quelques années, j'observais en tant qu'avocat non pas l'absence, mais le caractère un peu anecdotique des dispositifs juridiques, avec une vraie connaissance de la part de l'espace éthique, bien sûr, de tout ce qui concerne le droit, mais en considérant qu'on n'était pas dans le cœur du sujet. Or, aujourd'hui, on voit la progression justement de la matière juridique au sein des universités, de cette université d'été. On en a parlé ce matin, on en reparle aujourd'hui, on en reparlera demain. Alors ça n'est pas une simple satisfaction en tant que juriste bien sûr pour cette matière, c'est bien la prise de conscience ici absolument indiscutable, incontournable et irréversible du respect qui est dû à la personne elle-même et qui s'exprime notamment justement dans sa prise en charge juridique. On parle aujourd'hui de promotion des droits et de l'engagement contre la discrimination. C'est bien sûr paradoxal pour nous, puisqu'on imaginerait d'abord une lutte contre la discrimination, qui est un socle ici incompressible de droits qui bénéficie à toute personne. Et puis, lorsque ce socle est bien sûr respecté, on peut construire dessus une démarche qui est davantage proactive et positive pour permettre d'assurer la promotion, donc quelque chose de plus noble, entre guillemets, des droits de la personne. Il y a une sorte de renversement tout à fait intéressant dans cette présentation, mais qui ne doit pas nous tromper sur, bien sûr, l'absence impérative de discrimination pour toutes les personnes, quelles qu'elles soient. Je ne peux pas, en tant qu'avocat, m'empêcher de citer l'article 225-1 du Code pénal. Après le déjeuner, c'est un peu violent, je m'en excuse, mais qui est bien sûr le texte qui pénalise les comportements discriminatoires dans notre pays. Lorsque l'on parle de promotion, en revanche, on parle de tous les dispositifs qui sont strictement juridiques, on parle aussi de ce qui relève de la soft law, c'est-à-dire des déclarations d'intention. À cet égard, vous le savez, Fabrice Zil a établi une charte éthique que je vous invite évidemment à consulter, qui rappelle les principes fondamentaux ici pour la promotion des droits de l'individu. Nous étions il y a 30 ans, 40 ans à défiler avec un petit livre rouge. Nous aurons tous maintenant un petit livre vert. Ce sera cette charte éthique que je vous invite à consulter. Enfin, évidemment, et pour paraphraser Fabrice ce matin, il est inutile de parler de la promotion des droits de l'individu ou de l'absence de discrimination lorsque le cadre social ne satisfait pas ici la bienveillance nécessaire à l'expression pour chacun de son potentiel et du respect de ses droits et de sa liberté. C'est une démarche d'adaptation de la société qu'il nous faut et de la cité. Pas seulement une démarche contentieuse, pas seulement évidemment une démarche strictement juridique. Pour cela, nous allons évoquer tous les 4 ensemble devant vous dans un atelier qui se veut interactif. N'hésitez pas à poser des questions à chacun des intervenants. Justement, les cadres et les moyens d'expression de la liberté de chacun pour le respect des droits. Pour commencer, si vous le permettez, nous allons écouter Madame Simone Viguier, qui est membre du conseil d'administration de l'association Citoyennage, qui n'a pas pu nous rejoindre aujourd'hui, mais qui a eu l'amabilité de nous préparer une vidéo, une présentation vidéo, que nous allons diffuser immédiatement, s'il vous plaît. Merci. Dans ce forum où vous m'invitez à venir et qui a pour titre « Promouvoir les droits des personnes et s'engager contre toute forme de discrimination », je porte la parole de Citoyennage. Elle se situe dans la ligne et l'objet de cette rencontre. Pour nous, il s'agit de donner la parole à ceux qui n'avaient pas l'habitude de la prendre, ni celle d'être entendus. Pour nous, membres de Citoyennage, il s'agit d'agir sur nos conditions de vie
tant au niveau des réalisations souhaitées que sur leurs effets. Cette recherche plutôt difficile en ces temps de Covid, avec des médias anxiogènes au quotidien, l'équilibre sécurité-liberté n'était pas évident à trouver. Il nous interroge sur la question de l'éthique dans l'accompagnement. Pour nous, la nécessité de plus de personnel est urgente pour que ce soit possible et respecter la dignité de chaque personne dans les structures du grand âge où nous sommes et dans celles des plus jeunes atteints de maladies neuro-évolutives. Donner la parole et la faire entendre est important car chacun et chacune a besoin de rester acteur de sa vie. Pendant le Covid, un sentiment d'insécurité et de dépossession nous a saisis, mais un groupe a trouvé et proposé une belle solution, celle de transformer le D de dépendance en D de dignité. Déjà, ce mot n'éclairerait-il pas autrement nos vies dans une société qui n'oublierait personne? Les professionnels de nos milieux ont besoin de sens à leur vie et une meilleure formation, un salaire conséquent et un nombre raisonnable de personnel au quotidien favoriserait ce sens qu'ils souhaitent et qu'ils cherchent. Après le Covid qui a exigé de nous beaucoup de patience, c'est une question qui s'est posée. Et après? Et après, rien, dit une dame, faire rien, sortir, croiser des visages, marcher dehors. Une autre nous invite à regarder le jour se lever pour réaliser que la vie continue. La présence d'infirmiers de nuit serait pour nous sécurisante, la compétence étant sur place et le secours immédiat. Une prise en compte relationnelle individualisée est nécessaire et va être réalisée. Beaucoup de psychologues n'ont qu'un temps partiel en EHPAD. Des métiers de la relation sont à inventer et à développer, et ceux de l'animation à être vraiment encouragés. Si le Covid nous a confrontés à des épreuves, peut-être nous sommes-nous enrichis de réflexion, de créativité, de solidarité, de possibles décisions d'avenir. Car la vie n'est-elle pas un processus en mouvement qui doit faire naître et renaître chaque jour? Et voilà, citoyennage, outil au service de l'éthique, pour nous. Merci pour cette intervention. Alors, Madame Viguier n'est évidemment pas là, mais comme vous le savez, beaucoup de personnes suivent ce séminaire en même temps sur YouTube. Donc, je vais vous demander de bien vouloir l'applaudir pour la vidéo qu'elle nous a faite. Merci infiniment. Madame Fontecas, vous êtes directrice de l'association France Tutelle. Nous avons entendu des mots forts ici. Donner la parole aux personnes concernées, être capable effectivement de prendre des décisions d'avenir. Certaines personnes malades peuvent être soumises à un régime de protection. Comment fait-on dans ces situations ? Alors en effet, c'est toute la mission de l'association France Tutelle, qui est une association nationale de soutien, qui vient en soutien des aidants qui exercent une mesure de protection pour leurs proches. Donc les mesures classiques, tutelle, curatelle, habilitation familiale. Et on vient aussi en soutien auprès des aidants qui sont indirectement concernés par la protection juridique de leurs proches parce qu'elle est exercée par un professionnel. Et alors ils se questionnent sur l'exercice même de cette mesure par un professionnel et donc on va leur apporter écoute, conseil et orientation. Mais aussi, on accompagne donc ces aidants qui sont dans une démarche de questionnement autour de est-ce qu'à un moment donné, je dois protéger mon proche ? Et si oui, quelles sont les informations adaptées à la situation de mon proche et à celle de la cellule familiale pour qu'on prenne au sein même de la famille la meilleure décision pour notre proche. Donc voilà, l'association a la vocation pour le coup à agir sur ces aidants au travers, comme je l'ai dit,
découle du conseil de l'accompagnement, pour que ces aidants soient avertis sur ces sujets très techniques. Et en agissant ainsi auprès de ces aidants, on contribue à cet engagement collectif de la protection des droits des personnes vulnérables. Alors, cette protection des droits de la personne vulnérable, durant la crise sanitaire, elle a été particulièrement questionnée. Je rejoins ce que disait monsieur tout à l'heure, c'est-à-dire qu'avant de parler peut-être de promotion et de discrimination, moi ce que j'ai vu, ce que je vois sur le terrain, c'est qu'avant d'être dans la promotion, on est dans une démarche de rétablir les droits. Voilà, de la personne vulnérable, et le prisme de l'association, c'est de rétablir ses droits au travers d'une protection. Et durant la crise, au-delà du nombre d'appels qui a été multiplié par 30% pendant ces derniers mois, on a pu repérer des sujets déjà existants avant la crise, mais qui se sont bien sûr renforcés. Et qui ont nécessité, Anne le disait très bien ce matin, la crise sanitaire a créé des situations d'urgence qui nécessitaient un traitement d'urgence dans un cadre juridique instable. Et c'est purement ça qu'on a pu rencontrer sur le terrain, c'est cette nécessité pour les aidants d'intervenir dans l'urgence parce qu'ils avaient pu constater que leurs proches étaient en situation d'abus de faiblesse. Le fait de s'être rapprochés de la personne vulnérable encore plus pendant le confinement, ils ont pu repérer, notamment sur les comptes bancaires ou autres, l'existence d'un abus de faiblesse. Donc ça a émergé pour certaines situations à ce moment-là. Il y a eu aussi de l'urgence en cas de décès brutal de l'aidant. Et notamment l'aidant qui est tuteur familial de son proche. Comment on assure la continuité de la protection des droits de la personne quand l'aidant tuteur décède et qu'il n'y a pas de solution immédiate et que les instances judiciaires sont, comme l'a dit Anne ce matin, en grande difficulté, voire absente. Alors, petite parenthèse sur les juridictions. En effet, une difficulté à pouvoir s'adapter à ce moment-là, à ce contexte-là, et qui peine encore aujourd'hui à retrouver une stabilité, avec des traitements des demandes, notamment sur les protections juridiques, qui vont de l'ordre de plus de 6 mois, voire 1 an. Petite parenthèse. Tout ça pour dire que ce traitement d'urgence s'est renforcé et il a mis en exergue des vulnérabilités fortes dont on a pu là repérer véritablement que la vulnérabilité, elle a aussi des conséquences juridiques. On parle beaucoup des conséquences de la vulnérabilité sur l'alimentation, sur l'hébergement, mais elle a aussi ses conséquences juridiques, et que ces conséquences juridiques, elles sont peu ou voire pas du tout anticipées. Alors la question de l'anticipation, nous, notre association, on s'est posé cette question-là de l'anticipation. Pourquoi des difficultés pour les Français à s'engager vers des dispositifs juridiques d'anticipation? On parle du mandat de protection future, des directives anticipées, des personnes de confiance, de contrat obsèques. Voilà, ce sont tous ces dispositifs-là qui concourent à l'anticipation. Et cette anticipation-là, c'est bien recueillir la volonté exprimée par la personne vulnérable sur ses desiderata, la recueillir et l'écrire. Alors Olivier nous disait ce matin qu'il y avait des formalités administratives. Là, en effet, c'est-à-dire on recueille la parole et là, dans la formalité administrative, on va l'écrire noir sur blanc au travers des différents dispositifs que je viens de citer. Et pour qu'au jour où cette vulnérabilité se déclare, au moins ceux qui doivent agir, que ce soit l'aidant ou que ce soit les professionnels, puissent se baser sur ces écrits-là qui expriment clairement la volonté de la personne. Et on fait le constat qu'en effet, ces dispositifs-là sont peu utilisés, voire pas du tout utilisés. Donc en 2019, on a questionné les Français sur ces sujets-là. On a fait un sondage auprès de 1000 Français
qui nous dit clairement en 2019 que les Français méconnaissent ces dispositifs-là et ont une vraie difficulté à pouvoir se projeter dans une situation de vulnérabilité. Une difficulté renforcée quand on est sur une vulnérabilité pour soi et un peu plus de facilité à se projeter pour une vulnérabilité qui concernerait son proche. Et ça crée des émotions, du coup, assez négatives, d'angoisse, de peur, etc. Donc on fait ce constat-là en 2019 et on fait le pari, à la suite de cette crise, on se dit 2 ans après, on va faire le pari que la crise sanitaire, mais aussi la loi sur la reconnaissance du statut d'aidant, a apporté, a facilité ce degré de connaissance et a permis une évolution. Pari en partie réussi, puisqu'en effet, en 2021, on a un baromètre donc, de 2e édition qui va sortir la semaine prochaine lors de la Journée nationale des aidants. Et ce baromètre nous dit concrètement 1 Français sur 2, 45% pour être très exact, 45% des Français ont vu leur perception de la vulnérabilité changer parce que soit parce qu'ils ont été impactés directement ou indirectement, ou parce qu'ils ont pris conscience, voilà, qu'en effet, avec cette crise, la vulnérabilité, ça existe et ça peut impacter tout le monde. Et ce qui est intéressant, c'est que parmi ces 45% de Français, parmi eux, 70% désormais sont prêts à exprimer et à rédiger leur volonté, notamment en cas d'hospitalisation et de fin de vie. Donc on a une évolution positive, c'est ce que disait Madame de citoyennage tout à l'heure. La crise, elle nous apporte aussi des richesses. Voilà, on peut le voir sous un prisme très négatif, mais elle apporte des richesses et c'est sur ça qu'il faut s'appuyer. Et là, on voit des Français qui sont prêts, mais ils disent, je vais nuancer un petit peu mes propos, ils disent on est prêt, mais pour cela, il nous faut encore plus d'informations, de l'information vulgarisée, et il nous faut un accompagnement. Ils nous disent qu'il nous faut un accompagnement de professionnels pour nous amener vers ces dispositifs-là. Et pour regarder les pratiques professionnelles au jour d'aujourd'hui sur ces questions de l'anticipation, moi je dirais que oui, il faut ces professionnels-là, mais il nous faut des professionnels qui soient avertis et des professionnels donc qui sont formés. Quand je dis les professionnels, ça va être tout secteur. Quand moi je parle du mandat de protection future, je parle aussi des notaires. Voilà. Je parle aussi des professions juridiques, je parle des professions du sanitaire, bien entendu, du médico-social, mais aussi voilà, l'aidant et la famille. Voilà, c'est du collectif. Je renvoie encore ça au collectif. Voilà, moi, un petit peu ce que je pouvais vous dire sur notre champ d'intervention. Alors, on s'est vu ce matin solidaire, hein, Fabrice l'a rappelé. On se voit cet après-midi vulnérable. Effectivement, cette pandémie a accentué la prise de conscience de la vulnérabilité de chacun pour des personnes qui probablement ne s'estimaient pas vulnérables. D'autres personnes s'estiment effectivement déjà vulnérables. Nous avons une vue assez claire, je crois, sur ce qu'il se passe en EHPAD à certains égards, avec un rapport qui a été déposé. Docteur Lefebvre-Desnouettes, est-ce que vous pourriez nous en parler, s'il vous plaît ? Alors, je pense que mon collègue Loïc Rico nous en parlera beaucoup mieux, mais c'est vrai que je souhaitais, en propos liminaire, vous parler de ce rapport. Alors, je suis psychiatre, spécialisée pour la personne âgée. Je suis par ailleurs docteur en philosophie et en éthique médicale, et je suis aussi médecin, ancien expert, rétrogradé au rang de médecin inscrit sur la liste près du TI. C'est-à-dire que je fais des certificats médicaux initiaux, on appelle ça des CMC, qui constatent la vulnérabilité de la personne lorsqu'on leur demande une mesure de protection qui est gradée, comme vous l'avez rappelé. Donc vous pourrez m'interroger aussi à ce titre-là si vous le souhaitez. Donc là, cette crise, qui n'est pas une crise parce qu'elle ne retombe pas. Une crise, ça monte et ça retombe. Et là, nous sommes encore au cœur de la 4e vague. Emmanuel l'a dit en plaisantant, je suis la seule psychiatre pour les 1000 lits de mon hôpital de gériatrie, ce qui était vrai.
avant la crise Covid, ce qui n'est plus vrai puisque nous n'avons que 600 lits maintenant. D'une part parce que nos personnes âgées très démentes, très polypathologiques sont décédées dans des conditions parfois indignes pour elles, pour leurs proches. Ça, je peux vous en témoigner, vous en parler. Et puis, nos personnels ne sont plus au lit du malade. Ils ont souhaité exercer leur métier ailleurs. Donc nous sommes contraints de fermer des unités. Ce qui va aussi avec une discrimination sociétale. Et je pointe là le regard de la société qui n'est pas bienveillante pour nos aînés. Alors moi, je parle des 5 à 10% de personnes âgées qui ne peuvent pas rester à domicile, qui sont institutionnalisées dans mon hôpital. Je ne travaille pas en EHPAD, bien que j'y aille très souvent pour faire des formations et des expertises, mais je travaille dans un hôpital gériatrique où j'ai 350 lits de soins de longue durée. Vous voyez, c'est l'EHPAD, mais pour des gens qui ont besoin de blouse blanche, qui ont besoin de la continuité des soins, de médecins de nuit. Alors je souhaitais commencer par le rapport qui sera développé par mon collègue Loïc Ricourt. Le 4 mai 2021, la défenseure des droits, Claire Hédon, dénonce vigoureusement la situation de la dignité bafouée et des restrictions des libertés des personnes accueillies dans les EHPAD. 900 réclamations dénonçant les conditions et les modalités d'accompagnement médico-social ont été adressées aux défenseurs des droits ces 6 dernières années. 80% de ces dossiers mettaient en cause un EHPAD. L'examen de ces réclamations montre de manière récurrente des atteintes aux droits fondamentaux, au respect de la dignité et de l'intégrité des personnes accueillies en EHPAD. Ces saisines questionnent en particulier l'effectivité, et je vais vous lister ce qu'elle a écrit, du principe du libre choix, du consentement éclairé et du droit à l'information de la personne accueillie. Libre choix, consentement éclairé, droit d'information de la personne accueillie. Alors vous allez me dire, en matière d'urgence, on se passe, en tous les cas en médecine, du consentement libre et éclairé. Les médecins doivent agir pour sauver des vies et ne posent pas la question, vous êtes d'accord pour que je vous fasse ci, ou je vous opère, ou je fasse ça. Donc il y a toujours des situations d'exception. Là aussi, discrimination du droit à la santé, l'accession et l'accessibilité à la santé, à la préservation de la vie de nos aînés. En EHPAD, mais aussi dans mon hôpital, pas de tests de dépistage. Fermeture des hôpitaux de jour, des consultations mémoire, de tout ce qui venait de la ville à nous. Plus de possibilités d'interface entre la ville et nous. Difficulté pour se mouvoir avec les attestations, vous vous souvenez, de déplacement. Évidemment, du droit de la liberté d'aller et venir, et je vais vous en reparler, du droit à la vie privée, à l'intimité et au maintien des liens familiaux. Alors là, ça nous a fait bondir, nous, dans notre hôpital, puisque plus vous êtes dépendant, plus votre vie devient publique. Tout le monde rentre chez vous, comme dans un moulin, sans se présenter, sans dire « je suis un tel, je vais vous faire tel soin », etc. C'est la même chose au domicile. L'intimité, n'en parlons pas. À l'hôpital gériatrique, 0 intimité. Et le maintien des liens familiaux, moi, dès le 11 mars, puisque nous avons été confinés dès le 11 mars dans mon hôpital, j'ai mis en place une cellule d'écoute, j'ai mis en place des visios avec des tablettes, en utilisant mon numéro de téléphone, parce qu'on n'avait pas accès au réseau de l'assistance publique, puisque nous avons évidemment des données sensibles, qui sont des données médicales, donc il a fallu se mettre en partage de connexion avec mon propre numéro de téléphone. Enfin, on a fait de la résistance éthique, du droit à la propriété. Quand vous êtes dépendant, vous n'êtes plus propriétaire de rien. Vous n'avez même plus votre dentier, plus vos lunettes, plus votre sac à main, plus votre identité. C'est quelque chose de catastrophique. Du droit au recours effectif et à la protection, vous l'avez bien rappelé, les mesures de protection de mes malades vulnérables ont mis un temps fou à se mettre en route. Heureusement, j'étais là et j'allais éteindre les incendies parce que les experts extérieurs à l'hôpital ne pouvaient plus venir à l'hôpital. Alors, vieillir n'est pas un crime, ça c'est moi qui le dis et qui l'écris, et pourtant, de telles atteintes aux droits et libertés des résidents
sont facilités, voire rendus possibles par la vulnérabilité liée à la perte d'autonomie des personnes accueillies en EHPAD et sont constitutives, malheureusement, de maltraitance au pluriel. Dans nos institutions, c'est beaucoup plus par négligence et de discrimination. Ce rapport de Claire Hédon, la défenseure des droits, insiste sur le fait que les droits et libertés des résidents ne peuvent pas être la variable d'ajustement face au manque de moyens et de personnel au sein des EHPAD, mais aussi dans mon hôpital gériatrique. La défenseure des droits réclame un ratio de 0,8 personnel par résident accueilli. Actuellement, nous sommes à 0,6, à moitié de personnel par personne hospitalisée. Ce rapport excellent formule 64 recommandations en vue d'améliorer la prise en charge des personnes accueillies en EHPAD et d'assurer l'effectivité de leurs droits, parmi lesquelles 13 recommandations spécifiques à la situation de la crise sanitaire. Moi, je souhaite relever avec vous, maintenant, 5 dilemmes éthiques qui sont venus questionner nos pratiques soignantes en gériatrie. Tout d'abord, le redoutable critère d'âge. Je vous rappelle, les plus de 70 ans. Or, la moyenne d'âge de mes personnes âgées à l'hôpital, c'est 85 ans. Et la gériatrie s'occupe des personnes de plus de 75 ans. Là, on avait descendu de 5 ans. 70 ans, vous êtes vieux, vous allez à Brévannes, vous n'allez pas à Henri Mondor et vous n'êtes pas éligible à la réanimation. Et le 11 mars, mon collègue qui s'occupait de l'UGA, l'unité gériatrique aiguë, a reçu un monsieur de 70 ans, très bien, pas du tout dément, atteint d'une forme grave respiratoire de la Covid, et a appelé ses collègues du SAMU, qui ont dit « mais c'est pas éthique ce que tu fais, tu prends la place d'un plus jeune ». Donc, ayant déjà intégré les réanimateurs que à partir de 70 ans, on est vieux, et bon, c'est pas la peine de déployer un savoir-faire que l'on va réserver aux plus jeunes. Et là, on a commencé à jouer sur les mots. C'est-à-dire qu'on nous a parlé de priorisation et non pas de tri des malades. Mais c'est exactement la même chose. Exactement la même chose. Et il va de soi que j'ai monté immédiatement une cellule d'écoute et une cellule éthique pratique au sein de mon hôpital, où là, mon directeur de site a quitté le château où l'administration siège d'habitude pour venir dans les lieux de soins. Et nous avions des crises, des cellules de crise pendant 2 mois, pluriquotidiennes, parce qu'il fallait s'adapter tout le temps à la nouvelle donne. Et nous avons eu un management direct. Pour une fois, l'administration nous disait de quoi vous avez besoin. On est là, on vous aide. Mais il disait aussi, ah mais Madame Lefebvre-Denette, vous êtes ma caution éthique. Ah, j'ai dit, non, monsieur le directeur, non, je suis votre scrupule éthique. Vous savez, c'est le petit caillou que vous avez dans la chaussure. Ou quand on me disait, vos démons déambulants, t'as qu'à les neuroleptiser, t'as qu'à les attacher. Évidemment, on a dicté des consignes inverses, où on a évité de surconfiner nos malades. Pourquoi ? Parce que au bout d'un mois, ils étaient dans leur chambre, ils avaient la PCR itérative, là, gros problème éthique quand même, on se passait de leur consentement, les mains attachées pour faire les PCR, à J0, J3, J7, J14, J21, allons-y, et on les claquemurait pendant 21 jours dans leur chambre. Les gens qui n'avaient plus toute leur tête, qui ne savaient pas où ils étaient, ce qu'ils faisaient dans cet hôpital, avec ce virus chinois. Nous, on n'avait pas de masque, on n'avait rien. On avait des sacs poubelles troués au niveau de la tête. Nous avions l'impression d'être des zéros en gériatrie, alors qu'à 5 km plus loin, en réanimation, ils étaient des héros, applaudis tous les soirs. Ils sauvaient des vies, nous non. On maintenait en vie des vieux qui, de toute façon, devaient, c'est très, très clivant, devaient de toute façon mourir. Ce qui n'est évidemment pas le cas, puisqu'ils s'accrochaient à la vie jusqu'au bout. Alors, ce redoutable critère d'âge, nous nous sommes appuyés sur l'avis des sociétés savantes, où justement le critère d'âge n'est absolument pas retenu. Il ne doit pas être retenu en priorité. On va regarder l'état général, on va regarder l'écosystème dans lequel les personnes vivent. On ne va pas aller vers une obstination déraisonnable. Et on va accompagner ce COUM dont Armelle vous a parlé ce matin, être ensemble avec eux.
Nous avons doublé les gardes, moi comme psychiatre, et les psychologues, j'ai 12 psychologues dans mon hôpital, de week-end, les gardes médicales, ce qui était unique, on n'a jamais vu ça, hein, pour accompagner, alors les soignants disaient les familles difficiles, mais comment ne pas être une famille difficile ? Quand vous avez une personne que vous n'avez pas pu voir depuis 3 semaines, vous ne savez pas si elle est positive, dans le coma, pas dans le coma, pourquoi elle est récusée, pourquoi on ne peut pas la voir. Et il y a eu beaucoup d'associations de familles qui se sont mis en route, comme celle Tenir par la main, hein, de M. Frémont. Et on comprend la douleur des familles. Donc maintenir ce lien a été quelque chose de très très important pour nous. Faire en sorte de ne pas aller sur une obstination déraisonnable, mais qu'il y ait une personne humaine, qu'il y ait, malgré les gants, malgré les masques, malgré les tenues. Alors on était habillés avec des surblouses de poissonniers, parce que j'avais fait appel aux dons, ou de peintres en bâtiment avec le roi Merlin qui était à côté de l'hôpital. Enfin, on a fait feu de tout bois, mais on a été là. On a été là pour que personne ne parte seul. Personne ne parte seul. En réanimation, ils poussaient les murs, hein, ils vous ont tous dit on a poussé les murs. Nous, à l'hôpital, on a poussé les êtres humains dans une présence réelle, à côté de nos patients. C'était un virus terrible parce qu'ils arrivaient pas trop mal, stables, et au bout d'une semaine, ils décompensaient brutalement, ils mouraient en 24 heures. Ça, pour les familles, c'était quelque chose d'extrêmement difficile. Ensuite, les gestes barrières, autre dilemme éthique. Comment communiquer avec les masques et sans toucher les malades d'Alzheimer ? Moi, j'ai besoin de toucher. Hein, je vais vous toucher. Voilà. Je me mets en bas de mes malades d'Alzheimer pour qu'ils accrochent le regard, qu'ils me parlent. Bon, il a fallu continuer à faire ça, malgré ma peur d'être contaminée et la peur de contaminer. C'était des peurs croisées. Hein. Eh bien, il a fallu surseoir à toutes ces peurs pour continuer à avoir de véritables entretiens au lit du malade. Le confinement, puis le déconfinement sur un critère d'âge et la privation de liberté d'aller et venir. Alors, vous vous souvenez, hein, les papis et les mamies qui devaient manger leur bûche de Noël tout seuls dans la cuisine. Les papis et mamies de plus de 65 ans, dont je suis, dont le professeur Delfrécy est. Quelque chose de particulièrement violent à entendre, hein, et inadmissible. Comment voulez-vous vivre ensemble si déjà à plus de 65 ans, vous êtes obsolète, hein, vous devez aller manger votre bûche à part. Ça ne peut pas aller. C'est quelque chose qui... Donc à chaque fois, oser dire non, ça c'est pas possible. Hein, on ne le veut pas. Et on ne le fera pas. Hein, sans nous mettre en danger, bien entendu. Hein. Donc la privation de liberté d'aller et venir, les portes fermées, le fait que les personnes étaient contentionnées au lit, au fauteuil, qu'au bout d'un mois, mes collègues gériatres m'ont dit « mais on ne comprend pas, ils ne mangent plus ». Moi, je comprends très bien, hein, ça s'appelle un syndrome de glissement. Ils n'ont vu personne, personne n'est venu les solliciter, les soignants avaient peur, donc ils déposaient le plateau repas, ils ne les faisaient pas manger. Donc j'ai la chance quand même d'appartenir à une vieille maison qui s'appelle l'Assistance publique Hôpitaux de Paris, et nous avons eu ce qu'on appelle la réserve sanitaire. C'est-à-dire que des jeunes externes sont venus de 2e et 3e année. On en a eu 70 sur l'hôpital, ainsi que des élèves kinés, pour nous aider à lever les malades, à les faire manger, à les sortir dans le parc. Il a fallu les former, hein. Ils n'avaient jamais vu une personne âgée, ni encore moins une personne âgée démente. Donc je les ai formés à la dépression du sujet âgé, au syndrome de glissement, à ce que c'est la maladie d'Alzheimer. Et on a vécu 2 mois extraordinaires. On voyait les malades sortir de cet isolement. Nous sommes des zones politicones, c'est-à-dire que nous avons besoin d'autrui pour vivre, et pas uniquement du gîte et du couvert. L'arrêt des visites à l'hôpital ou en EHPAD, eh bien, ça a été tout à fait délétère. Donc immédiatement, je vous ai dit, on a mis en place ces interfaces, ces cellules d'écoute pour les familles, pour les soignants, et puis de ce maintien du lien avec, on a donné toutes, les psychologues et moi, nos adresses mail, et les familles nous envoyaient tous les matins des photos, des poèmes qu'on agrandissait, on faisait des petits recueils, on les plastifiait, on les mettait dans les chambres des malades Covid, on leur racontait tout ça. Alors les visios, c'était assez extraordinaire, il n'y en avait qu'embrasser, hein, embrasser le petit-fils, la petite-fille en visio, et puis d'autres qui jetaient la tablette en disant c'est pas ça que je veux qu'elle soit là. Et enfin, les soins palliatifs et la fin de vie sans rituel et la possibilité d'accompagner. Énorme dilemme éthique.
Moi, je m'occupe d'une UCC, une unité cognitivo-comportementale de 16 lits, ce qui est énorme. Et en une semaine, nous avons perdu 9 de nos malades qui étaient des déments déambulants, bien entendu, puisque c'est fait pour accueillir des déments déambulants. 9 décès consécutifs, sans pouvoir avoir le secours des représentants du culte, le secours des familles, le secours des personnes qui allaient donner cette espèce d'extrême onction humaine, hein, avant de refermer le sac dans un sens, puis dans l'autre, ce visage dont nous prenions soin les heures avant. Et les soignants disaient, je ne saurais pas faire. Je dis, mais si, on saura faire ensemble. Donc pas de toilette, ben on a fait une toilette. Pas de vêtements, on a mis des vêtements. On me téléphonait, il y a la famille qui est là, elle veut l'embrasser. La personne est décédée. J'ai l'interdiction je lui dis, vous fermez la porte, elle met son masque, elle l'embrasse. Ce n'est pas possible de ne pas pouvoir embrasser, de ne pas pouvoir dire au revoir de façon digne à la personne qui vous est chère et qui vient de disparaître. Et nous avions eu recours malheureusement à un semi-remorque de congélation, hein, pour mettre nos malades qui étaient devenus des cadavres. Hein. C'est-à-dire qu'une dépouille mortelle et pas madame un tel ou monsieur un tel. Et les familles, impossibilité de leur présenter les corps. Impossibilité de faire des toilettes mortuaires. Moi, ça fait 35 ans que je travaille dans cet hôpital. On travaille en relation constante avec la morgue, pour que les personnes ne partent pas seules. Hein. Moi, j'ai des personnes qui n'ont pas de famille, qui n'ont pas d'argent. C'est des clodos, la plupart du temps, qui sont à l'aide sociale dans mon hôpital, mais ils ne partent jamais seuls. Hein. Donc, on était obligé d'inventer de nouveaux rituels. Donc, c'est tout ça dont je voulais témoigner aujourd'hui, et promouvoir cette nouvelle éthique de la responsabilité pour autrui qui parfois est transgressive, mais il me semble important de témoigner que c'est possible. Je ne me suis pas mise en danger, je n'ai pas mis en danger les autres, et je pense que j'ai essayé de réparer, de consoler, de maintenir ce lien d'humanité avec les familles, les proches et nos malades. Merci infiniment Véronique pour ce témoignage aussi fort que poignant, il faut le dire, il faut l'entendre. Qui fera les récits de vie de ce qui s'est passé à ce moment-là? Qui tracera le cadre? Qui tracera l'absurdité du cadre administratif et réglementaire, la mise sous tension permanente entre l'incapacité effectivement parfois juridique, comme l'a très bien souligné Anne Caron-Déglise ce matin, du fait de l'urgence, cette inadaptation et ce souci vétilleux réglementaire systématique insuffisant à préserver nos droits et qui au contraire a renforcé et visé d'une certaine manière l'isolement précisément pour remédier à la pandémie. L'éthique était, nous le savions jusqu'à présent, probablement la capacité à s'adapter dans ce système peut-être un peu kafkaïen. C'était du système D, voilà, aller chez le roi Merlin, aller chez le poissonnier pour prendre des blouses, faire de briques et de broc avec les volontaires quand on est à 0,6 comme ratio de personnel, là où il faut du 0,8, organiser la pénurie. Et alors que maintenant, nous ne sommes plus effectivement dans un système D, nous sommes dorénavant dans une éthique, comme tu l'as souligné, de la résistance. Assumer le fait, effectivement, parfois, d'aller au-delà de ce qui est demandé, et même peut-être contrairement à ce qui est demandé. Comment organiser et continuer à faire une société lorsque les principes fondamentaux de notre société, le respect de l'individu, de ses droits fondamentaux, le respect du consentement, le respect de la liberté d'information, de l'obligation d'information, le respect de la vie privée, et même jusqu'à ce qui fait le ciment de notre anthropologie, ces rites funéraires, lorsqu'ils disparaissent, que va-t-il rester de notre société? Quelle cicatrice indélébile continuera à marquer notre civilisation? Quel recours pour les personnes? Nous le savons. Alors bien sûr, les professionnels de la justice sont présents. Ils sont présents lorsqu'on leur donne les moyens de l'être. Les avocats comme les magistrats ont besoin de tribunaux qui fonctionnent. On a vu la justice ici paralysée. On continue à la voir paralysée. Aujourd'hui, les juridictions judiciaires continuent à gérer le stock de ce qui était présenté avant le confinement et qui s'est accumulé durant le confinement. Il y a les autorités administratives indépendantes, il y a effectivement le défenseur des droits qui vient aussi au secours des individus.
Monsieur Ricourt, vous allez nous présenter éventuellement les différentes actions et les pouvoirs du défenseur des droits à cet égard dans cette nouvelle éthique de la résistance et de l'individu. Merci. Merci, bonjour à vous toutes et à vous tous. D'abord, je tiens à préciser que toutes les approches et perspectives qui ont été évoquées ce matin intéressent bien évidemment l'institution défenseur des droits, la promotion des droits et la lutte contre les discriminations des personnes vulnérables nous occupe au quotidien. Et comme vous l'avez précisé, en mai dernier, on a consacré un rapport sur les droits fondamentaux des personnes accueillies en EHPAD. Alors c'est un rapport qui ne cherche pas à pointer du doigt les professionnels ou les établissements, quel que soit le statut d'ailleurs, mais à révéler qu'il y a des pratiques qui peuvent être contraires au droit et qui sont facilitées, voire rendues possibles, comme vous l'avez précisé, par la vulnérabilité liée à la perte d'autonomie qui peuvent entraîner de la maltraitance et des discriminations. Ce rapport, il vise avant tout à rappeler que les personnes âgées accueillies en EHPAD ont les mêmes droits fondamentaux que l'ensemble de la population. Je crois que ça, c'est important à rappeler. Quels sont les principaux constats qu'on a pu faire et qu'on dresse dans ce rapport? D'abord, on s'est appuyé, on a rencontré un certain nombre d'acteurs, visité un certain nombre d'établissements. C'est un rapport sur lequel on a commencé à travailler bien avant la crise, donc début 2019, c'est important aussi de le préciser. Et donc, on a demandé à l'ensemble des ARS de nous communiquer leur rapport d'inspection, parce qu'on y reviendra peut-être, mais les pouvoirs du défenseur des droits, le défenseur des droits peut demander aux autorités un certain nombre d'informations. Et donc, on a analysé tous ces rapports d'inspection. On s'est appuyé, bien évidemment, sur les 900 réclamations, un peu plus de 900 qu'on avait reçues au cours des 6 dernières années. Pour votre information, depuis le début de la crise, on a un peu plus de 600 réclamations spécifiques à la crise sanitaire. Et qu'est-ce que révèlent toutes ces saisines finalement? Elles révèlent de manière récurrente des atteintes aux droits et libertés des personnes accueillies. Alors, je ne vais pas vous en faire la liste exhaustive, mais vous donner quelques exemples. Une partie d'entre elles concerne le principe du libre choix du consentement éclairé. Vous en avez parlé ce matin, du droit à l'information de la personne accueillie. C'est vrai que recueillir le consentement des personnes âgées, ça nécessite un accompagnement qui peut s'avérer long, puisque leur capacité physique et cognitive diminue au fil du temps. Mais ces difficultés, elles ne justifient aucunement, ou en tout cas en aucun cas, de s'affranchir, par exemple, de ce recueil de consentement en omettant de délivrer une information claire et compréhensive, ou alors une mise sous protection juridique, et ça on l'a pu le constater fréquemment, mais déjà bien avant la crise, hein. C'est pas nouveau. Les situations dont nous sommes saisis font aussi apparaître de nombreuses atteintes au droit à une prise en charge et un accompagnement adapté. Donc j'englobe aussi le droit à la santé, bien évidemment, un accès aux soins tardifs, notamment en cas d'urgence. On pourrait donner des tas d'exemples, mais des choses qui ont été assez dramatiques aussi pendant la crise. Des soins curatifs plus rares, des repas servis mixés, faute de proposer une aide pour couper les aliments, des douches proposées une fois par semaine, voire une fois par mois, des couches mises systématiquement sans considération de la situation réelle de chaque résident. Alors bien évidemment, le défenseur des droits, il ne voit que les choses qui ne se passent mal. Voilà, c'est important aussi que vous ayez ça à l'esprit. Mais enfin, toutes ces atteintes aux droits ont pour effet d'isoler très très rapidement la personne âgée et d'aggraver la perte d'autonomie. Les atteintes à la liberté d'aller et venir, autre motif de saisine fréquent, elles sont notamment justifiées au nom de la sécurité des résidents, parfois sans contre-indication médicale, mais plus souvent, ce sont quand même des contraintes organisationnelles qui fixent les règles restreignant la circulation des résidents. Et à ces règles peuvent s'ajouter quelques exemples, le recours à des dispositifs de géolocalisation, qu'on voit apparaître
un petit peu partout, qui ne sont ni encadrés par des recommandations de bonne pratique, ni par des préconisations de la CNIL, ou encore à des mesures de contention systématiques, physiques, médicamenteuses, sans prescription médicale, et utilisées notamment pour pallier le manque de personnel. Enfin, un grand nombre d'atteintes concernent bien évidemment le droit à la vie privée, à l'intimité, au maintien du lien familial. Et sur cette thématique, le défenseur des droits a été davantage interpellé depuis la crise sanitaire. En fait, c'était des situations qu'on avait déjà constatées, mais qui ont été mises en exergue et aggravées par la crise sanitaire. Et donc, oui, les personnes âgées accueillies en EHPAD étaient particulièrement vulnérables à la Covid-19, et donc les autorités ont organisé une protection accrue de toutes ces personnes en adoptant des mesures très restrictives, extrêmement rigoureuses, mais attentatoires aux droits et libertés des résidents, et bien plus importantes, ces mesures, bien plus importantes pour ces personnes que pour le reste de la population, et ça j'insiste encore une fois là-dessus, avec des conséquences majeures sur l'état psychologique et physique des personnes résidant en EHPAD. Qu'est-ce qu'on peut tirer comme analyse de ces constats ? On a pu le voir parce que dans un des nôtres pouvoirs du défenseur des droits, on est habilité à faire des visites sur place, y compris de manière inopinée dans les structures. Et on voit bien que parfois ce sont des actes individuels plus ou moins conscients, mais essentiellement c'est le fait de carences organisationnelles liées à la pénurie de personnel, au turnover, au manque d'encadrement, à l'épuisement des équipes aussi. Tout au long de la crise, personnellement j'ai rencontré des personnels soignants, des personnels médicaux, des directeurs, directrices d'EHPAD qui au bout de 5 minutes avaient les yeux qui brillaient et qui étaient à la limite du burn-out. Donc ça aussi, il faut l'avoir à l'esprit. Mais en tout cas, l'établissement, il porte quand même une responsabilité lorsqu'il place de fait le personnel dans une situation d'être maltraitant, ce qu'on appelle la maltraitance institutionnelle, qui va se traduire par une standardisation de prise en charge. Finalement, la personne devient un objet. Et donc là, ça pose des questionnements éthiques, bien évidemment. Vous l'avez dit tout à l'heure, sur la variable d'ajustement, oui, les droits et libertés, ce n'est pas la variable d'ajustement face au manque de moyens et de personnel dans les EHPAD. C'est très, très clair. Pour terminer, ou en tout cas, j'aimerais vous... Si, voilà, je suis mon raisonnement. Je voulais vous parler de... Je suis plus où j'en suis. Je vais retrouver... Voilà, sur la crise sanitaire, si c'est important, s'agissant des mesures prises durant la crise sanitaire. Donc les mesures qui ont été édictées au niveau national pour organiser la gestion des EHPAD, elles ont été prises sous forme de protocoles, de recommandations. Donc on a eu recours finalement au droit souple plutôt qu'à des dispositions législatives ou réglementaires. Et ça pose un certain nombre de problèmes. D'une part, ces normes, elles sont dépourvues de force de loi, donc rarement soumises à un contrôle juridictionnel. Elles offrent qu'une difficile lisibilité et accessibilité. Et puis, troisièmement, elles rendent difficile le contrôle effectif par les ARS et les conseils départementaux. Et donc, les directeurs d'établissement ont eu une large latitude pour interpréter ces recommandations. La majorité d'entre eux ont essayé de trouver un équilibre finalement entre la protection de la santé des résidents, des salariés et le respect des droits. Mais certains d'entre eux, de peur de voir leur responsabilité engagée, ont choisi d'adopter des limitations beaucoup trop strictes. Ce qu'on pouvait peut-être
comprendre, entendre pendant le premier confinement, où on a parlé de ce matin des faits de sidération, mais aujourd'hui c'est inadmissible. Il y a des zones de non-droit. Il y a des personnes qui ont leur vaccination complète, qui sortent 5 minutes, voient leur famille dans la rue, qui sortent de l'EHPAD, qui rentrent et qui sont confinés 14 jours. Donc si vous voulez, c'est des choses qui sont inadmissibles aujourd'hui. Sur si on a le temps, ou peut-être que je pourrais reparler après des recommandations, parce qu'il faut que ça soit un peu interactif quand même. On va, non, mais je vais en finir là, et puis on va. Voilà. Merci infiniment. On va vous applaudir aussi. Merci infiniment. Alors c'est intéressant effectivement, puisqu'on se souvient qu'il y a quelques années, d'une manière volontairement provocatrice, le contrôleur général des lieux de privation de liberté avait établi un rapport sur les EHPAD en disant qu'il s'agissait des EHPAD comme des maisons de détention, comme des maisons d'arrêt, des lieux dans lesquels la liberté d'aller et venir était complètement oblitérée, complètement supprimée, et que c'était des lieux effectivement hors du temps, hors du droit, dans lesquels le droit ne trouvait plus à s'appliquer d'une manière efficace. On vous l'avait dit, cette crise ou cette situation est antérieure à l'épidémie de Covid. Cette épidémie a renforcé les choses et a rendu effectivement paroxystique cet état ici, non pas d'abandon, mais de sécurisation au détriment de la liberté et tout simplement non plus, on n'ose même plus dire du bien-être des personnes vulnérables, mais du simple respect de leur liberté. On n'est plus dans la promotion des droits, on est à proprement parler dans la discrimination. Le code pénal, lorsqu'il vise la discrimination, vise la situation de handicap, l'état de santé, l'âge et l'apparence éventuelle de vulnérabilité. Dans beaucoup de cas, il s'agit effectivement d'une discrimination simple, pure, dure, qui, là aussi, établira ces récits juridictionnels, qui saisira, qui permettra, le cas échéant, de faire appliquer la loi dans ces lieux. C'est une vraie difficulté. Y compris la perte d'autonomie. Y compris la perte d'autonomie.